Le 12 septembre 1942, à Guadalcanal, 800 Marines américains faisaient face à un cauchemar tactique qui aurait dû signifier une mort certaine. Le lieutenant-colonel Red Mike Edson reçut un renseignement indiquant que 2500 soldats japonais se déplaçaient à travers la jungle pour encercler sa position sur la crête au sud de l'aérodrome d'Henderson Field. Tous les manuels militaires disaient la même chose: lorsqu'on est en infériorité numérique de 3 contre 1 et face à un encerclement, on se retire. On cherche un meilleur terrain. On demande des renforts. Edson regarda ses Marines épuisés, à court de munitions, sans possibilité de fuite, et prit une décision qui défiait tout ce que les manuels enseignaient. Il ordonna à ses hommes de resserrer leur périmètre, de laisser l'ennemi s'approcher, de laisser les Japonais encercler complètement les Marines. À travers l'obscurité humide de la jungle du Pacifique, les forces japonaises se refermèrent de 3 côtés, s'attendant à écraser les Américains dans un assaut nocturne dévastateur. Ce qui se passa ensuite allait briser toutes les hypothèses sur la guerre défensive et transformer une situation désespérée en l'une des victoires les plus disproportionnées de l'histoire du corps des Marines. L'air humide de la jungle de Guadalcanal pesait sur les Marines comme une chose vivante alors que l'obscurité s'installait sur la crête le 13 septembre. Le lieutenant-colonel Merritt Edson se déplaçait le long de ses positions défensives avec le pas mesuré d'un homme qui avait déjà accepté les mathématiques de la mort. 800 Marines, 2500 soldats japonais confirmés se déplaçant dans la jungle en contrebas. Les chiffres ne mentaient pas, mais Edson avait appris depuis longtemps que les chiffres racontaient rarement l'histoire complète. La crête elle-même méritait à peine ce nom. Une épine dorsale basse de corail et de roches volcaniques s'élevant peut-être à 20 mètres au-dessus de la jungle environnante, s'étendant sur environ 900 mètres du nord au sud. Pour les stratèges militaires étudiant des cartes à Washington, elle semblait insignifiante. Pour les Marines retranchés sur ces pentes, elle représentait la ligne ténue entre le contrôle américain de l'aérodrome d'Henderson Field et le désastre complet dans le Pacifique. La piste d'atterrissage se trouvait à seulement 800 mètres au nord, assez près pour qu'ils puissent entendre le bourdonnement occasionnel des moteurs d'avion démarrant dans l'obscurité précédant l'aube. Edson avait positionné ses forces avec la précision calculée d'un maître d'échecs jouant pour sa vie. Le premier bataillon de Raiders tenait la section nord de la crête, la plus proche d'Henderson Field, tandis que le premier bataillon de parachutistes s'étendait le long des approches sud. Entre eux, ils commandaient des champs de tir croisés sur les abords de la jungle. Mais Edson savait que la puissance de feu seule ne les sauverait pas. Les Japonais avaient prouvé maintes fois qu'ils absorberaient des pertes horribles pour atteindre leurs objectifs, et le général de division Kiyotake Kawaguchi avait 3 fois leur nombre se déplaçant dans l'obscurité. Les Marines combattaient sur Guadalcanal depuis plus d'1 mois, et la jungle leur avait déjà enseigné des leçons qu'aucun manuel d'entraînement ne pouvait transmettre. L'humidité oppressante rendait chaque morceau de métal brûlant pendant la journée et glissant de condensation la nuit. La toile pourrissait en quelques semaines, la nourriture se gâtait en quelques jours. Les hommes perdaient un poids qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre et contractaient des maladies tropicales qui sapaient leur force. Mais ils avaient aussi appris à utiliser l'acoustique particulière de la jungle à leur avantage, écoutant les sons subtils qui trahissaient les mouvements ennemis dans le sous-bois dense. Alors qu'Edson vérifiait ses positions, il trouva le sergent d'artillerie John Basilone ajustant le mécanisme de pointage de sa mitrailleuse Browning M 1917. L'arme était une relique de la guerre précédente, refroidie par eau et pesant 19 kilos sans son trépied. Mais elle pouvait soutenir une cadence de tir qui réduirait la chair humaine en charpie à des distances allant jusqu'à 1400 mètres. Basilone avait déjà prouvé sa valeur lors d'engagements précédents, faisant preuve de ce genre de compétences calmes sous le feu qui séparait les Marines aguerris des remplaçants arrivant encore des États-Unis. « Quelle est votre situation de munitions, Gunny ?» demanda Edson en s'accroupissant près de la position de la mitrailleuse. « Assez pour leur faire réfléchir à 2 fois avant de monter cette colline, mon colonel. » répondit Basilone, sa voix portant la confiance tranquille sur laquelle Edson avait appris à compter. Cependant, je ne dirai pas non à quelques bandes de plus si les Japonais décident de se montrer sérieux. Le soldat de première classe Robert Mard était enterré 20 mètres à la gauche de Basilone.
Son fusil Springfield nettoyé et chargé, la baïonnette fixée. Le jeune Marine était arrivé à Guadalcanal à peine 3 semaines plus tôt, portant encore l'apparence tendre des camps d'entraînement américains, mais la jungle avait déjà commencé sa transformation. Son uniforme pendait sur son corps et ses yeux avaient cette vigilance particulière qui vient de savoir que la mort peut arriver sans avertissement de n'importe quelle direction. La stratégie japonaise, telle qu'Edson la comprenait grâce aux rapports de renseignement et aux documents capturés, reposait sur la vitesse et l'effet de choc. Les forces de Kawaguchi se déplaçaient dans la jungle depuis 3 jours, suivant des sentiers que seuls les guides les plus expérimentés pouvaient naviguer à la lumière du jour. Leur plan prévoyait un assaut nocturne coordonné depuis 3 directions, conçu pour submerger les positions américaines par le simple poids du nombre et l'impact psychologique du combat dans l'obscurité totale. Ce que les Japonais n'avaient pas anticipé, c'était la préparation défensive qu'Edson avait mise en œuvre au cours de la semaine précédente. Chaque approche de la crête avait été étudiée, mesurée et préenregistrée pour des tirs d'artillerie. Les Marines avaient dégagé des champs de tir à travers le sous-bois de la jungle, créant des zones de mort qui canaleraient les forces d'attaque dans des corridors prédéterminés. Des obstacles de fil de fer barbelés, bien que limités par les pénuries d'approvisionnement, avaient été positionnés pour ralentir et canaliser les troupes ennemies vers les distances d'engagement les plus efficaces. Les Marines possédaient également des avantages qui n'apparaîtraient dans aucun rapport de renseignement que Kawaguchi aurait pu recevoir. Leur entraînement mettait l'accent sur l'initiative individuelle et l'adaptabilité, des caractéristiques qui se révélaient inestimables dans le chaos du combat nocturne. Contrairement à leurs homologues japonais, qui dépendaient fortement de tactiques de groupes coordonnés, les Marines américains apprenaient à combattre efficacement en tant qu'individus lorsque les formations plus larges se désintégraient sous le feu. À mesure que la nuit s'approfondissait, les bruits de la jungle commencèrent à changer. Le chœur normal des insectes et des animaux nocturnes céda progressivement la place à un silence contre nature que tout marine expérimenté reconnaissait comme le prélude à un contact. Quelque part dans l'obscurité en contrebas de la crête, des milliers de soldats japonais se mettaient en position, leur présence créant une perturbation que même la faune de la jungle pouvait sentir. Edson fit ses dernières rondes à travers les positions défensives, parlant tranquillement avec les chefs de section et vérifiant les stocks de munitions. Les Marines avaient environ 200 cartouches par fantassin, complétées par des grenades, des mortiers et les mitrailleuses qui serviraient d'épine dorsale à leur défense. Ce n'était pas une abondance, mais c'était suffisant pour des hommes qui avaient appris à faire compter chaque balle. La radio du colonel crépitait de rapports des postes d'observation dispersés dans la jungle. Des forces japonaises avaient été repérées se déplaçant le long de 3 approches distinctes, confirmant les estimations de renseignement d'un assaut à plusieurs branches. L'ennemi était maintenant assez proche pour que l'on puisse occasionnellement entendre des voix individuelles à travers le sous-bois, parlant dans les syllabes saccadées des commandements militaires japonais. À 23h45, les premiers obus de mortiers japonais commencèrent à tomber sur la crête. Les explosions étaient dispersées et mal coordonnées, suggérant que les forces de Kawaguchi étaient encore en train de se mettre en position et tentaient de régler leurs armes à feu indirect. Mais les tirs servirent leur objectif psychologique, annonçant aux Marines que la bataille qu'ils attendaient était sur le point de commencer. Edson prit position à son poste de commandement, une dépression peu profonde protégée par des sacs de sable et située au point le plus élevé de la crête. Depuis ce point d'observation, il pouvait observer toute la longueur de sa ligne défensive et maintenir un contact radio avec l'aérodrome d'Henderson Field. Les batteries d'artillerie de la piste d'atterrissage étaient donc prêtes à fournir un soutien, leurs canons déjà chargés et pointés sur des zones cibles prédéterminées. La jungle éclata en chaos alors que la première vague d'infanterie japonaise émergea de la lisière des arbres, leurs cris de bataille résonnant à travers la crête alors qu'ils chargeaient vers les positions des Marines. Le véritable test était sur le point de commencer. La première vague d'infanterie japonaise jaillit de la jungle comme une avalanche humaine, leur voix s'élevant dans le cri traditionnel Banzai qui avait terrorisé les forces alliées à travers le Pacifique. Mais alors qu'ils chargeaient sur les pentes de la crête, ils rencontrèrent quelque chose que le général de division Kawaguchi n'avait pas anticipé dans sa planification tactique. Les Marines ne cédèrent pas, ils ne se retirèrent pas. Au lieu de cela,
Ils ouvrirent le feu avec une précision disciplinée qui transforma le flanc de la colline en zone de massacre. La mitrailleuse de Basilone commença son travail mortel à 700 mètres. Les balles lourdes de la Browning traversèrent les Japonais qui avançaient comme une faux dans le blé. Le canon refroidi par eau de larmes permettait un feu soutenu que les fusils à verrou ne pouvaient tout simplement pas égaler, et Basilone avait positionné son arme pour prendre en enfilade la voie d'approche principale. Chaque rafale envoyait 5 à 7 cartouches en moins de 2 secondes, et à cette distance, chaque balle qui trouvait sa cible était mortelle. L'assaut japonais avait été planifié selon une doctrine d'infanterie traditionnelle qui mettait l'accent sur la vitesse et l'effet de choc. Les forces de Kawaguchi devaient couvrir rapidement la distance jusqu'aux positions américaines, utilisant l'obscurité et le nombre écrasant pour compenser leur puissance de feu limitée. Mais le terrain de la crête joua contre eux d'une manière qu'aucune reconnaissance pré-bataille n'aurait pu révéler. Les Marines avaient passé des semaines à étudier chaque approche, chaque repli du terrain, chaque couvert qu'une force d'attaque pourrait utiliser. Le soldat Mard visa avec son Springfield et pressa la détente, regardant un soldat japonais trébucher et tomber 50 mètres en contrebas de sa position. Le jeune marine actionna la culasse avec souplesse, éjectant l'étui vide et chambrant une nouvelle cartouche avec l'efficacité mécanique que des mois d'entraînement avaient gravée dans sa mémoire musculaire. Autour de lui, le crépitement caractéristique des fusils américains créait une percussion régulière qui ponctuait le rugissement plus profond des mitrailleuses. Ce que Kawaguchi avait fondamentalement mal compris, c'était la nature de la doctrine défensive américaine. La pensée militaire japonaise mettait l'accent sur la supériorité spirituelle de l'attaque, la croyance qu'une infanterie déterminée pouvait surmonter n'importe quel obstacle par la seule force de la volonté. La doctrine américaine, en revanche, se concentrait sur la maximisation de la puissance de feu et la création de champs de tir croisés qui détruiraient les forces d'attaque avant qu'elles ne puissent s'approcher à distance efficace. Les Marines avaient transformé la crête en une forteresse conçue pour exploiter chaque avantage que les armes modernes pouvaient fournir. Les forces japonaises avançant par les approches sud rencontrèrent leur première surprise dévastatrice lorsque des obus de mortier américains commencèrent à tomber parmi leurs rangs. Les Marines avaient préétabli toutes les voies d'approche probables, mesurant les distances et calculant les solutions de tir pendant les heures de clarté où ils pouvaient travailler sans crainte d'observation ennemie. Maintenant, dans l'obscurité, ces calculs portèrent leurs fruits alors que les obus explosifs explosaient avec une précision mortelle parmi les fantassins japonais densément regroupés. Le caporal Watanabe menait sa section à travers le sous-bois, cherchant désespérément un abri alors que les balles américaines sifflaient au-dessus et que les fragments de mortier sifflaient à travers la canopée de la jungle. Le sous-officier vétéran avait participé à des assauts nocturnes réussis à travers le Pacifique. Mais c'était différent. Les tirs américains étaient trop précis, trop soutenus, trop bien coordonnés pour être le produit de défenseurs paniqués, tirant sauvagement dans l'obscurité. Ces Marines tiraient avec un but, et les soldats japonais mouraient plus vite qu'ils ne pouvaient avancer. La réalité tactique que Kawaguchi commençait seulement à comprendre devint claire alors que sa deuxième vague émergeait de la jungle pour trouver le terrain devant eux, jonché des corps de leurs camarades. Les Marines n'avaient pas seulement arrêté le premier assaut, mais l'avaient fait avec une efficacité si dévastatrice que les forces d'attaque perdaient déjà leur cohésion. Les chefs de section et de peloton japonais, les sous-officiers expérimentés qui maintenaient leurs unités ensemble au combat, étaient systématiquement éliminés par des tireurs américains qui avaient appris à identifier les cibles d'opportunité dans les éclairs de bouche et les schémas de mouvement de l'infanterie attaquante. Edson surveillait la bataille depuis son poste de commandement, recevant des rapports de ses commandants subordonnés et appelant des tirs d'artillerie depuis l'aérodrome d'Henderson Field. Le colonel comprenait que c'était plus qu'une simple sonde japonaise. Kawaguchi avait engagé des forces significatives dans cet assaut et la persistance de l'ennemi suggérait qu'il considérait la crête comme un objectif critique. Mais Edson reconnaissait aussi que les Japonais commettaient des erreurs fondamentales dans leur approche, des erreurs que ces marines s'étaient entraînés et équipés pour exploiter. Les batteries d'artillerie américaines à Henderson Field avaient été réglées sur des zones cibles prédéterminées autour de la crête et maintenant, ces canons commencèrent à parler avec un effet dévastateur.
Les obusiers de 155 mm pouvaient délivrer des obus explosifs avec une précision chirurgicale, guidés par des observateurs avancés qui avaient maintenu la communication avec les équipes de tir tout au long du bombardement préliminaire. Chaque obus créait un rayon mortel de fragmentation qui pouvait neutraliser l'infanterie ennemie sur une zone de 35 mètres et les canons tiraient à une cadence de 4 coups par minute. Les tactiques japonaises appelaient à l'infiltration et à l'assaut rapproché, mais le terrain autour de la crête offrait une couverture limitée pour les grandes formations. Les Marines avaient dégagé des champs de tir s'étendant sur 300 mètres dans toutes les directions, créant des zones de mort où les forces attaquantes seraient exposées à des tirs concentrés depuis de multiples positions. Même dans l'obscurité, les éclairs de bouche des armes japonaises révélaient leur position aux artilleurs américains qui avaient été entraînés à engager des cibles par le son et la signature des éclairs. La troisième vague d'assaut japonaise rencontra une défense encore plus sophistiquée, alors qu'Edson commençait à mettre en œuvre des tactiques qui deviendraient une doctrine standard pour les forces américaines tout au long de la guerre du Pacifique. Plutôt que de simplement tenir des positions statiques, les sections de Marines commencèrent à exécuter des contre-attaques limitées conçues pour perturber les formations japonaises avant qu'elles ne puissent s'organiser pour des assauts coordonnés. Ces actions de petites unités, menées par des sous-officiers expérimentés comme Basilone, empêchèrent l'ennemi d'établir des positions de tir à distance efficaces de la crête. Les forces de Kawaguchi se retrouvèrent prises dans un cauchemar tactique pour lequel leur entraînement ne les avait pas préparées. Les Américains ne se comportaient pas selon les schémas que le renseignement japonais avait identifiés lors des engagements précédents. Au lieu de reculer sous la pression ou de céder lorsqu'ils étaient soumis à un assaut déterminé, les Marines combattaient avec une compétence professionnelle qui transformait chaque avantage japonais en handicap. La cadence de tir soutenue que les armes américaines pouvaient maintenir se révéla décisive alors que la bataille entrait dans sa deuxième heure. Les fantassins japonais, armés principalement de fusils à verrou, se retrouvèrent surpassés par des Marines qui possédaient non seulement une puissance de feu supérieure, mais aussi l'entraînement tactique pour employer cette puissance de feu efficacement. Les mitrailleuses Browning, soutenues par des mortiers et de l'artillerie, créèrent un réseau de destruction imbriqué qu'aucun courage individuel ne pouvait surmonter. À minuit, l'assaut de Kawaguchi avait perdu tout élan. Ses forces étaient dispersées et désorganisées à travers les abords de la jungle de la crête. Le général faisait face à un choix qui définirait le reste de la bataille, continuer à alimenter ses forces restantes dans ce qui était devenu un champ de bataille, ou reconnaître que sa stratégie initiale avait échoué et tenter de développer de nouvelles tactiques pour faire face à un ennemi qui refusait de se conformer aux attentes japonaises sur la capacité de combat américaine. La jungle tomba dans un silence étrange, alors que la quatrième vague d'assaut japonaise se dissolvait en groupes dispersés de survivants rampant à travers le sous-bois. Kawaguchi avait engagé plus de 1500 hommes dans les attaques et la crête restait fermement aux mains des Américains, mais le général était loin d'être fini. Dans l'obscurité précédant l'aube du 14 septembre, il se prépara à miser le tout pour le tout sur un dernier assaut coordonné qui soit briserait la défense des Marines, soit détruirait ce qui restait de son commandement. Edson se déplaça à travers ses positions, évaluant les stocks de munitions et redistribuant ses forces pour couvrir les brèches que 4 heures de combat continu avaient ouvertes dans sa ligne défensive. Les Marines avaient accompli des prouesses, mais ils montraient les signes de tension d'une action soutenue. Le soldat Mard avait tiré plus de 100 cartouches de son Springfield, plus de munitions que beaucoup de Marines n'en dépensaient en un mois entier d'entraînement. Son épaule le faisait souffrir du recul du fusil, et ses mains tremblaient légèrement alors qu'il rechargeait ses pinces de 8 cartouches au toucher dans l'obscurité. La plus grande préoccupation du colonel était les munitions pour les mitrailleuses. L'équipe de Basilone avait tiré près de 3000 cartouches, changeant de canon 2 fois pour éviter la surchauffe malgré la conception refroidie par eau de l'arme. Le sergent rapporta qu'il avait peut-être 500 cartouches restantes, assez pour un autre engagement soutenu, mais pas suffisant pour une bataille prolongée. Des rapports similaires vinrent des autres positions de mitrailleuses dispersées le long de la crête, chaque équipe rationnant ses munitions restantes tout en maintenant son secteur de tir.
Kawaguchi avait appris de ses échecs précédents et son assaut final reflétait une compréhension plus sophistiquée des capacités défensives américaines. Au lieu de lancer des attaques frontales massives qui jouaient en faveur des Marines, il divisa ses forces restantes en plus petits groupes d'infiltration chargés de pénétrer le périmètre américain et d'attaquer depuis plusieurs directions simultanément. Les Japonais sacrifieraient l'impact psychologique des charges Banzai en faveur de tactiques qui pourraient réellement réussir contre des défenseurs disciplinés. La nouvelle approche japonaise devint apparente lorsque les postes d'écoute des Marines commencèrent à signaler des mouvements depuis des secteurs qui avaient été calmes lors des assauts précédents. De petits groupes de soldats ennemis tentaient de contourner les flancs de la position américaine, utilisant des ravins et une végétation dense pour masquer leur approche. Ces infiltrateurs portaient des armes légères et des grenades, prévoyant de s'approcher suffisamment près des positions des Marines pour neutraliser des armes clés comme les mitrailleuses et les mortiers par des attaques surprises. Edson répondit en retirant ses forces de réserve de leur position derrière la ligne défensive principale et en les déployant pour contrer les tentatives d'infiltration. C'étaient ces Marines les plus expérimentés, des hommes qui avaient prouvé leur capacité à combattre efficacement en petits groupes sans supervision directe. Ils se déplaçaient à travers la jungle avec l'efficacité silencieuse de chasseurs, utilisant leur connaissance du terrain pour intercepter les forces japonaises avant qu'elles ne puissent atteindre la crête. Les combats qui s'ensuivirent étaient sans commune mesure avec ceux des assauts précédents. Des marines individuels se retrouvèrent engagés dans un combat rapproché avec des soldats japonais qui avaient pénétré jusqu'à 30 mètres des positions défensives clés. Mar entendit un mouvement dans le sous-bois sur sa gauche et se retourna pour voir un infiltrateur japonais se levant de sa cachette avec une grenade à la main. Le fusil du jeune marine craqua une fois et le soldat ennemi s'effondra, la grenade roulant inoffensivement sur la pente pour exploser parmi les arbres en contrebas. La position de Basilone subit une attaque directe lorsqu'une section japonaise réussit à s'approcher à portée de grenades de sa mitrailleuse. Le sergent et son équipe combattirent avec des pistolets et des crosses de fusil alors que les soldats ennemis tentèrent de prendre d'assaut leur position de sac de sable. Un soldat japonais atteignit réellement la mitrailleuse avant que Basilone ne le tue d'une rafale de son pistolet mitrailleur Thompson personnel, le corps de l'homme mort tombant sur le trépied de l'arme. L'intensité du combat rapproché créa le chaos le long du périmètre défensif, mais révéla aussi la faiblesse fondamentale de la nouvelle stratégie de Kawaguchi. En dispersant ses forces en petits groupes d'infiltration, le général avait sacrifié la masse et l'élan qui étaient essentiels pour les opérations de rupture. Au lieu de concentrer sa force restante contre un seul point de la ligne américaine, il avait dispersé ses forces sur de multiples objectifs, permettant aux Marines de vaincre chaque groupe en détail. L'artillerie américaine continua de jouer un rôle décisif, mais maintenant les canons tiraient sur des cibles identifiées par des observateurs avancés qui n'étaient parfois qu'à quelques mètres des positions ennemies. La proximité des combattants rendait les missions de tir extrêmement dangereuses, nécessitant un timing à la seconde près et une navigation précise pour éviter de toucher les forces amies. Les explosions d'obus illuminaient la jungle par brefs aperçus infernaux qui révélaient des soldats japonais cherchant désespérément un abri parmi les racines tordues et les troncs d'arbres abattus. La situation tactique avait évolué exactement vers le type de combat qui favorisait l'entraînement et l'équipement américain. Les Marines excellaient dans les actions de petites unités qui exigeaient l'initiative individuelle et l'adaptabilité. Leurs armes étaient conçues pour un tir soutenu et une précision à courte portée. Plus important encore, leur doctrine mettait l'accent sur des contre-attaques agressives qui empêchaient les forces ennemies de consolider leurs gains ou d'établir des positions de tir. À l'approche de l'aube, le caractère de la bataille changea une fois de plus. Les tactiques d'infiltration de Kawaguchi avaient échoué à réaliser une percée, et la lumière du jour exposerait ses forces restantes à des tirs dévastateurs depuis des positions américaines qui commandaient d'excellents champs d'observation. Le général faisait face à la perspective de poursuivre ses attaques en plein jour contre des défenseurs qui avaient déjà prouvé leur capacité à infliger des pertes catastrophiques à ses forces. Les Japonais commencèrent à se retirer peu après 5 heures du matin. Leurs mouvements étaient recouverts par des tirs de mortier, mal coordonnés et largement inefficaces.
Les observateurs marines regardèrent à travers des jumelles des groupes dispersés de soldats ennemis se retirer à travers la jungle, abandonnant équipements et camarades blessés dans leur hâte de fuir le champ de bataille autour de la crête. Edson ordonna à ses forces de maintenir leur position et d'éviter les opérations de poursuite qui pourraient les exposer à des embuscades ou les mener vers des positions ennemies préparées. Le colonel comprenait que sa mission principale était défensive et il avait accompli cette mission avec une victoire tactique qui dépassait toutes les attentes raisonnables. Ces 800 Marines avaient non seulement tenu leur position contre des chances écrasantes, mais avaient virtuellement détruit une force ennemie 3 fois plus nombreuse. Les conséquences de la bataille révélèrent l'ampleur réelle de la défaite japonaise. Des patrouilles de reconnaissance comptèrent plus de 700 corps ennemis sur les abords de la crête, avec beaucoup d'autres soldats blessés évacués pendant la retraite. Les pertes américaines s'élevèrent à moins de 50 tués et blessés, un ratio qui aurait semblé impossible aux analystes militaires étudiant les dispositions de forces préliminaires. L'échec de Kawaguchi sur la crête mit effectivement fin aux capacités offensives japonaises sur Guadalcanal et marqua le début d'un changement stratégique qui caractériserait le reste de la guerre du Pacifique. Les Marines s'avèrent démontrer que des défenseurs disciplinés avec une puissance de feu supérieure pouvaient vaincre des attaquants numériquement supérieurs, indépendamment de leur réputation de courage fanatique. Plus important encore, ils avaient montré que les forces américaines pouvaient adapter leurs tactiques pour exploiter les faiblesses ennemies tout en maximisant leurs propres avantages technologiques et d'entraînement. La crête, qui porterait à jamais le nom d'Edson, était devenue le cimetière des espoirs japonais de victoire sur Guadalcanal, et les 800 Marines qui l'avaient tenu avaient prouvé que la supériorité numérique ne signifiait rien face à une préparation, un entraînement et un leadership supérieur.